Ce nouvel épisode des vérificateurs avec vous, Tristan Mendes France, et avec la vérif de la semaine. On va voir que la guerre ne se passe pas que sur le terrain, ne se passe pas que par les armes, elle se passe aussi par la manipulation du récit. Et ce matin, grand angle sur les 12 jours de ce conflit entre l'Iran et l'Israël. Vous allez voir des images du site nucléaire de Fordo qui a été bombardé par les Américains. Toutes ces images que vous voyez à l'écran sont de fausses images qui ont été générées par l'intelligence artificielle. La bataille a fait rage sur les réseaux sociaux avec des campagnes de désinformation inédites. Bonjour Jordan Olivier, bonjour. Merci d'être avec nous pour la vérif de la semaine. Des centaines de vidéos de propagande ont inondé les plateformes pendant ce conflit. Oui, avec un premier tweet à vous montrer ce matin. Il a été publié très rapidement dès le déclenchement du conflit. Près de 19 millions de vues. Vous le voyez, c'est considérable. L'image est censée représenter Tel Aviv sous le feu des missiles iranien avec une mention, une légende. Ce n'est pas de l'IA, c'est Tel Aviv. Peut-on lire? Alors, doit-on croire cette légende? Ce n'est pas vraiment le cas puisque nos collègues des vérificateurs ont mené l'enquête et ils ont trouvé la même photo postée, vous le voyez, sur un compte Facebook, un compte tenu par un graphiste égyptien. Son nom est d'ailleurs sur la photo. Facebook a ajouté une mention, comme il le fait de temps en temps, juste en dessous du nom, notice sur l'IA. Cela signifie que ce cliché a pu être fabriqué par l'intelligence artificielle et surtout, c'est peut-être là l'information la plus importante, ce cliché a été relayé juste avant que Tel Aviv ne soit réellement visé par les missiles iraniens, ce qui rend impossible évidemment son authenticité. Vous l'aurez compris, il faut se méfier des images que l'on peut trouver sur Internet, ça c'est une certitude. Certains signes, aussi minimes soient-ils, peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Mais c'est très compliqué, Jordan, parce que ces images sont tellement crédibles que quelquefois elles sont relayées par des médias officiels. Oui, c'est le cas avec cet autre tweet qu'on va voir tout de suite derrière moi. On y voit la carcasse d'un avion. Vous le voyez, carcasse d'un avion présenté comme un F-35 israélien abattu par la défense iranienne. Le problème, c'est que de nombreux éléments ne collent pas vraiment avec la réalité. Plusieurs détails d'ailleurs ont été inspectés par des spécialistes. L'emplacement ici de l'étoile de David, l'aile également, puis le nez de l'avion, tous ces éléments ne collent pas du tout avec la réalité et ne répondent pas à ce qu'on peut attendre d'un avion F-35 israélien. Tout ça a été démontré, je vous le disais, par plusieurs experts. Il s'agit donc d'un avion généré par l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que cette information a été reprise par de nombreux médias, notamment les médias proches du pouvoir iranien. Vous le voyez avec Tasnim News, ce média proche du pouvoir iranien, au journal télévisé. Ici, le présentateur explique que l'armée de l'air a abattu ce F-35 dans l'ouest du pays et que le pilote s'est éjecté. Évidemment, c'est totalement faux. Totalement faux. Totalement faux, mais ce n'est pas le seul camp à avoir relayé des fausses informations. Oui, avec l'armée israélienne aussi. Là, on n'est pas à la télévision, mais sur les réseaux sociaux avec un tweet qu'on va vous montrer. Voilà, ce tweet qui comptabilise quand même près de 4 millions de vues. Et Tzahal qui pointe du doigt l'Iran pour ses attaques contre des civils. Ces images ont été diffusées le 13 juin dernier. Vous le voyez sur le compte officiel de Tzahal. Le problème, c'est que les 6 premières secondes qu'on vous a identifiées ici, les 6 premières secondes de la vidéo n'ont rien à voir avec l'attaque en question. Ce sont des images qui datent d'octobre 2024. À l'époque, la tension était montée d'un cran dans la région. Israël accusait l'Iran de financer le Hamas suite aux attaques du 7 octobre. On avait alors assisté à des échanges de tirs entre les deux pays. La question que l'on peut se poser désormais avec toutes ces vidéos, toutes ces images, que ce soit du côté israélien ou du côté iranien, ces images ont-elles été sciemment partagées ou est-ce simplement des erreurs? Le débat, évidemment, est ouvert, Paul. Et le débat, on va l'avoir sur ce plateau. Venez nous rejoindre, Jordan Olivier. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations sur cet article, sur le QR code qui va s'afficher en bas de vos écrans, qui relaye sur ce site qui s'appelle Les Vérificateurs de TF1 et qui fait un travail exemplaire pour débunker, c'est-à-dire démontrer les fausses informations. Alors Tristan, est-ce que vous pensez qu'un pays comme Israël a pu relayer sciemment ces fausses informations? Ou est-ce que c'est une erreur? Ça peut être à la fois de la
des informations volontaires ou de la désinformation. Ce que je note, c'est que là, on a vraiment une guerre de basse intensité qui existe depuis très longtemps entre Israël et l'Iran. Ça date pas forcément de cette séquence. Ça fait très longtemps qu'il y a de la barbouzerie numérique en ligne ou de la désinformation de ces deux acteurs. Il y a des pics, évidemment, quand il y a des conflits armés, au moment des conflits armés. Et deuxième chose, cette désinformation qui va soutenir un camp ou l'autre, que ce soit Israël ou les Iraniens, elle n'est pas forcément le fait des États, mais elle est souvent le fait de militants, de soutiens, de gens qui en ligne veulent relayer du contenu. Donc on a une masse planétaire de gens qui, d'un côté ou de l'autre, vont produire, relayer des fausses images, des vidéos de désinformation ou simplement de la désinformation tout court. Et tout ça donne l'impression d'un chaos quand on regarde les réseaux sociaux. Je vais vous montrer des images qui, attention, sont fausses là aussi. Cette fausse image qui nous donne l'impression qu'on célèbre en Iran les frappes contre le régime des mollahs. Donc voilà, regardez, là on a l'impression que les Iraniens font la danse. Ce sont des fausses images qui ne datent pas du tout de 2025. Autre fausse image, une soi-disant répression qui est à l'œuvre en Iran. Là encore, vous allez voir, c'est très amusant. Quand on regarde cette image, on a l'impression de répression alors on va la voir défiler à l'image. Quand on la renverse, c'est ce qui est intéressant, on se rend compte que cette image date de 2017. Donc là encore, sentiment de chaos et perte de la vérité. On discerne mal le vrai, le faux, on a des fausses croyances. Oui, il y a différents types de contenus. Donc il y a des contenus qui sont totalement faux et générés par intelligence artificielle, mais il y a un grand classique dans ces moments de confusion informationnelle autour de séquences de guerre, c'est la réactivation de vieilles vidéos. D'anciennes vidéos qui ne concernent pas le pays, qui ne concernent pas la même période ou les individus. Donc on va prendre des images qui, elles, sont absolument réelles, mais qui ne datent pas du moment où elles sont revendiquées. Donc c'est vraiment des moments de chaos informationnel assez inquiétants qui font remonter des vrais contenus, mais anciens, et des faux contenus générés par de l'IA. Ce qui est hallucinant, c'est que tout le monde peut tomber dans le panneau. C'est-à-dire tous les médias, finalement, peuvent tomber dans le panneau. Exemple, le 23 juin, avec l'armée israélienne qui a frappé le centre pénitentiaire de la prison d'Evin, le cœur du système répressif du régime des mollahs. Vous allez voir, c'est l'infox de la semaine avec les vérificateurs de TF1. Et ce matin, l'Infox s'intéresse à un tournant de la guerre entre Israël et l'Iran. Lundi, l'armée israélienne a bombardé la prison d'Evin à Téhéran, où sont emprisonnés 2 ressortissants français. Bonjour Alexandre Capron. Bonjour Paola. L'établissement a bien été touché par une frappe et une vidéo de l'explosion a été diffusée par des médias du monde entier. Et pourtant, elle est fausse. Oui, et regardons ensemble cette vidéo. Elle prétend montrer le moment exact du bombardement sur la prison d'Evin. Ce moment aurait été capté par une caméra de surveillance. Tout de suite, des médias israéliens la diffusent, et également le ministre des Affaires étrangères d'Israël. Ça rend la vidéo crédible? Alors plusieurs médias internationaux la relaient. La BBC, CNN, Sky News et en France, Le Monde, BFM, France TV, tout comme notre chaîne LCI, avant que nos équipes l'identifient comme douteuse. Car plusieurs éléments ne collent pas. D'abord, la caméra. Elle serait au ras du sol si vraiment elle avait filmé avec cet angle. Ensuite, la végétation. Les arbres n'ont aucune feuille. Or, c'est le début de l'été en Iran. Tout est vert à cette période quand on compare avec d'autres photos. Enfin, regardez cette image de l'entrée de la prison datant de 2023. Même angle, même arbre, tout correspond. Une entreprise spécialisée dans la détection des manipulations graphiques estime que la vidéo est fabriquée à partir de cette photo. Alors nous avons poussé l'enquête plus loin. Nous avons retrouvé puis interrogé la première personne à avoir posté cette explosion, un spécialiste du marketing sur Internet proche du régime iranien. Il nous a avoué avoir généré cette vidéo par intelligence artificielle. Car des outils permettent de créer ce type de contenu. Certains se sont même amusés à fabriquer d'autres explosions avec la même image. Tout est faux, c'est la preuve qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec l'IA. Alexandre, ce conflit Iran-Israël, ça a vraiment été un florilège de désinformation. On n'avait jamais vu autant de contenu généré par IA dans le cadre d'une guerre. Des vidéos d'explosions, de destruction d'immeubles, d'avions abattus, nous en avons dénombré 23 en seulement 12 jours. La majorité a été diffusée par des comptes pro-Iran, parfois même sur des médias d'État. Des images de propagande qui tentent de montrer des dégâts infligés à Israël bien plus importants que la réalité. Merci Alexandre Capron et merci à l'ensemble des vérificateurs de TF1.
Tristan, les médias du monde entier sont tombés dans le panneau. C'est-à-dire que c'est une fake news qui a été reléguée en mondiovision, si je puis dire. Et pourtant, il y a des astuces qu'on va voir avec vous pour ne pas tomber dans les pièges. Et la première, c'est d'observer les arrière-plans avec attention, puisque les détails se situent en arrière-plan. Oui, alors c'est des faisceaux d'indices. Il y a plusieurs indices qui peuvent nous donner une indication sur le fait que c'est une vidéo qui a été générée par intelligence artificielle. Donc évidemment, il y a l'arrière-plan. On peut voir des fois des incohérences visuelles dans la vidéo. Donc ça, s'il y en a une, évidemment, c'est une IA. On a aussi les textes qui sont générés dans les vidéos. Si on voit du texte écrit sur un panneau quelque part, s'il y a des incohérences textuelles, encore une fois, c'est de l'IA. Si la vidéo est très très longue, là, c'est plutôt une suspicion que c'est une vidéo légitime, parce que celles qui sont générées par IA sont en général extrêmement courtes, quelques secondes, entre 5 et 8 secondes. Et enfin, il y a des incohérences visuelles de façon assez globale. Lorsque vous voyez une foule, vous allez voir quelqu'un qui va disparaître derrière un autre individu. Donc tout ça, ce sont des faisceaux assez faibles, mais des faisceaux qui peuvent nous indiquer et nous aider à distinguer une vidéo générée par IA ou pas. En tout cas, ça nous trouble complètement. On a du mal à repérer le vrai du faux. Quel rapport aujourd'hui avons-nous avec la réalité? On va en parler avec un invité qui va venir nous rejoindre. Bonjour Michael Lenné, venez nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes maître de conférence en économie à l'université Paris 8 et vous signez l'ère de la post-vérité aux éditions de la Découverte. Alors l'ère de la post-vérité, déjà qu'est-ce que c'est ce terme, ce concept qu'on va devoir apprendre à utiliser? Oui, alors ça désigne une ère où la vérité est dévaluée, où finalement on souhaite se débarrasser de la réalité, où l'intelligence finalement va servir de plus en plus à justifier nos croyances, à les sauvegarder au mépris du doute et de la réalité. Alors, quand on regarde les images qu'on a vues défiler, notamment celles de la prison d'Evin où on voit des bombardements, ces images font peur et elles sont massivement relayées. Est-ce que ce sentiment de peur nous pousse à les relayer, justement? Oui, tout à fait. Les algorithmes qui charpentent tout le cyberespace, les réseaux sociaux comme Internet, que ce soit un moteur de recherche typique de Google ou YouTube, sont faits pour mettre en avant du contenu clivant et anxiogène. Parce que c'est avec ce contenu qu'on s'engage, c'est-à-dire qu'on interagit longuement. Et la peur constitue un motif très puissant de rejet de la réalité. Ce qu'on a très bien vu avec la démonstration de Jordan Olivier, c'est qu'il y a deux camps. Il y avait le camp pro-israélien et le camp pro-iranien. Or, ce qu'on apprend très bien dans votre livre, on peut tomber dans un algorithme, dans un couloir de nage qui ne relaye que des informations anti-israéliennes ou anti-iraniennes, et ce qui renforce finalement la haine de l'autre, si je puis dire. Tout à fait. En fait, les algorithmes sont donc unis, c'est pour ça qu'on peut en parler au pluriel de façon générale, par une même logique qui est donc de faire en sorte qu'on s'engage le plus possible, et donc pour ça va nous présenter du contenu qui nous conforte dans nos croyances, et donc du contenu qui suscite en nous certaines émotions incontrôlables, du style peur, indignation, colère. Et quand on est dans ce cocktail-là, effectivement, on peut tout à fait rejeter la vérité, avoir moins d'esprit critique. La peur a ceci de terrible qu'elle éveille en nous un sentiment de vulnérabilité, ce qui nous pousse à vouloir sauvegarder nos croyances, à nous abriter dans le groupe qui nous protège finalement, et donc de nous montrer intransigeants face à la critique et de désactiver l'empathie envers l'autre. Et donc ça pousse au conformisme de groupe. Et donc ça, c'est terrible comme logique par rapport à la réflexion et à notre rapport à la réalité. Oui, ce que je trouve assez intéressant et passionnant aujourd'hui, c'est que la porte d'entrée de la fabrique de l'opinion, notamment des jeunes générations aujourd'hui, c'est les plateformes sociales, c'est les réseaux sociaux. Et c'est à travers ça que les jeunes vont se faire une représentation de ce que eux croient être le réel dans notre société. Et les réseaux sociaux sont évidemment totalement impactés par les algorithmes. C'est le sens de l'histoire. Les générations plus anciennes consomment moins les réseaux sociaux, mais le sens de l'histoire, c'est que demain, la fabrique de l'opinion se fera via les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Nous sommes dans des bulles cognitives. C'est ça que vous racontez très bien dans votre livre, c'est-à-dire enfermés par une réalité virtuelle. Oui, tout à fait. Et donc ça, effectivement, on réfléchit avec l'objectif non pas de rechercher la vérité, mais de sauvegarder ses croyances quand on en a. Et donc ça, c'est terrible. Et une expérience de laboratoire vous montre que le simple fait de se poser la question typique des réseaux sociaux, est-ce que je partage ou pas,
le simple fait de se poser cette question va altérer notre discernement du fait d'un conflit cognitif dont nous n'avons pas conscience entre la vérité et la réputation. Et donc, par souci de sa réputation, on émousse son esprit critique, on s'autoconclusion, et ce qui fait que sur Internet se vérifie tous les jours la loi de Brandolini, selon laquelle on met beaucoup plus de temps et d'énergie à réfuter une idée fausse, absurde, qu'à confirmer une idée vraie. Donc c'est même 14 heures, on met 14 heures à démentir une fausse rumeur sur X et 2 heures à confirmer une information vraie. Et ce qui veut dire que la fausseté, la fake news a toujours un temps d'avance sur la vérité. En fait, la vérité est celle qui nous plaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est ça que vous dites. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis pro-palestinienne et que mon fil est alimenté d'images très difficiles et dramatiques de Gaza, c'est la vérité qui vient à moi, comment on peut dire. Oui. Tout à fait. Et des expériences vous montrent que, en fait, lorsque nous éprouvons de la peur, qui est un peu l'émotion la plus puissante, l'effet pèse très peu. Il y a une expérience que j'aime bien mobiliser parce que je pense qu'elle est très parlante, qui vous dit que quand les internautes sont confrontés à des fake news sur un sujet qui peut susciter la peur, l'immigration, eh bien ils se laissent, une partie d'entre eux conséquente se laisse convaincre par ces fake news. Et quand ces fake news sont suivies d'un fact-checking, issus de sources fiables, les individus ne vont modifier que leur connaissance factuelle, mais pas l'interprétation qu'ils en ont tirée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on capitalise là-dessus, puisque ceux qui génèrent des vidéos faites par l'intelligence artificielle, souvent les monétisent. Donc ils vont créer un contenu viral pour le monétiser et qu'il soit massivement partagé. Oui, tout à fait, et ça fonctionne très bien. Par exemple, puisqu'il y a une accélération permanente au niveau de l'Internet, qu'il y a une guerre de l'attention dont l'internaute est l'objet. Par exemple, 92% des retweets ont lieu dans l'heure, donc ça va très vite, et beaucoup trop vite pour le recul critique. Et par ailleurs, 70% des vidéos que les internautes regardent sont des suggestions de l'algorithme, et l'algorithme a très bien appris, en reniflant toutes nos traces numériques, en les interprétant, qui nous sommes. Donc il est capable de brosser de nous un portrait type qui, il y a 10 ans déjà, avec l'intelligence artificielle de Facebook, dressait de nous un portrait type plus fidèle que n'étaient capables de le faire nos proches. Il y a 10 ans. Et maintenant, avec les progrès, évidemment, de l'intelligence artificielle, je vous laisse deviner ce qu'il en est aujourd'hui. Merci infiniment, Mickaël Lenné, d'avoir été l'invité de LCI. L'ère de la post-vérité, c'est à lire aux éditions de La Découverte. À suivre.